Alors, vous devez renouveler votre hypothèque, vous hésitez, est-ce que vous devriez prendre taux fixe ou taux variable? Cette vidéo-là est pour vous. On entend dire que la meilleure solution historiquement, c'était le taux variable, que c'est même pas une question à se poser. Est-ce que c'est encore le cas? Restez à l'écoute, vous allez voir ma décision et vous allez voir le processus de réflexion et surtout, vous allez voir que je suis allé à l'encontre de la proposition du planificateur financier de ma banque. Ne manquez pas ça. Donc, comme beaucoup de Canadiens, j'avais une hypothèque à taux variable depuis l'achat de notre deuxième maison en 2019, ma conjointe et moi. Et puis, clairement, avec le recul, évidemment, j'aurais dû choisir taux fixe, mais bon, je n'avais pas anticipé que l'inflation allait remonter suite à la COVID-19, comme bien des gens d'ailleurs. Donc, ça n'a pas été différent de mon côté. Puis quand les taux ont beaucoup monté aussi au départ, je m'étais dit, bon, évidemment, l'économie ne pourra pas supporter ça. Donc, c'était ma stratégie d'attendre que le taux fixe puisse descendre plus bas avant de convertir le taux variable à taux fixe. Donc, est-ce que j'ai changé ma stratégie ou non? Ben, écoutez, on va regarder ça un petit peu plus tard, mais d'abord, j'aimerais ça commencer en expliquant un peu plus qu'est-ce que la théorie derrière les taux, là, taux variables et taux fixes. Là. Bon, première chose qui est importante de comprendre, c'est que le taux variable, lui, va vraiment dépendre des taux d'intérêt de la Banque du Canada. Donc, évidemment, les banques centrales, autant la Banque centrale du Canada que celle des États-Unis, la Federal Reserve, ont comme mandat de contrôler l'inflation et de contrôler l'emploi par les politiques monétaires. Et puis, le taux variable, lui, est vraiment impacté par ces décisions-là. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est que la Banque centrale du Canada va baisser les taux ou monter les taux d'intérêt de la Banque centrale. En conséquence, le taux préférentiel des banques commerciales va être ajusté, typiquement environ 2,25 en haut des taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. Par exemple, si les taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada étaient à, par exemple, 2,5 donc on pourrait s'attendre à ce que le taux préférentiel soit à 4,7 ou 4,75 Donc, typiquement, c'est comme ça que ça se passe. Le taux préférentiel, lui, correspond au taux d'intérêt que les banques commerciales sont prêtes à octroyer des prêts à leurs clients les plus solvables. Puis, en fonction de ça, va être établi le taux variable. Il va être ajusté en fonction du taux préférentiel. Donc, si la Banque centrale du Canada baisse les taux, donc logiquement, si vous êtes à taux variable, vous devriez voir une baisse des taux de votre côté. Donc, les taux fixes, eux, comme c'est un peu différent comme mécanique, les taux fixes, lui, va vraiment être ajusté en fonction des obligations canadiennes, donc les émissions de dette du gouvernement du Canada. C'est une autre mécanique. Le taux d'intérêt va vraiment être ajusté en fonction de l'offre et de la demande pour cette dette-là. Donc, évidemment, il y a une certaine influence. Donc, si la Banque centrale du Canada baisse les taux, effectivement, ça a un impact potentiel sur les taux fixes des obligations. Par contre, ce n'est pas un lien direct. Les taux obligataires vont dépendre de l'offre et de la demande pour cette dette-là, puis elle va vraiment dépendre aussi de comment les gens anticipent l'économie dans le futur. Donc, est-ce qu'il va y avoir de l'inflation, est-ce qu'il va y avoir de la croissance, est-ce qu'il va y avoir une récession, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même mécanique. Puis ça, c'est vraiment important qu'on comprenne ça là, avant d'aller de l'avant. Donc, après ça, si on regarde qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des taux, là, puis qu'on essaie de comprendre le passé un petit peu plus. Là. Donc, on peut commencer peut-être en regardant l'inflation, là, parce que l'inflation, c'est ce qui dicte quand même autant les décisions des banques centrales que l'offre et la demande au niveau des obligations canadiennes là, de longue durée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis, disons, une cinquantaine d'années? Là, on peut le voir sur le graphique. Présentement, là, il y a eu de l'inflation qui a monté jusqu'à dans les années 80, parce que l'inflation était quand même assez sévère. Puis depuis ce temps-là, là, depuis le début des années 80 jusqu'à 2020, on peut voir que l'inflation a baissé, était sous contrôle. Donc, jusqu'à environ 2021, là, dans ces eaux-là, là, donc un peu après tous les stimuli associés à la COVID-19.
Et puis, quand on voit une longue période d'inflation qui baisse dans le temps, là, on appelle ça de la désinflation, une période désinflationniste. Donc, on a une inflation qui est positive, mais qui diminue dans le temps. Et puis, quand on voit une tendance qui dure sur plus que quelques années, là, qui dure sur des décennies, on appelle ça une tendance séculaire. Donc, ce qu'on peut voir finalement sur le graphique, c'est une tendance séculaire désinflationniste. Puis cette tendance séculaire désinflationniste-là a pas mal terminé un peu après la COVID, alors que les gouvernements ont dû prendre toutes sortes de mesures pour être capables de restimuler l'économie. Puis il y a eu des changements aussi au niveau structurel, au niveau de l'emploi, du télétravail et tout, les patterns de consommation, là. Donc, on peut voir ça que cette période-là semble avoir terminé en 2021. Ensuite, on peut voir au niveau de l'historique des taux de la Banque du Canada, évidemment, que ça a suivi pas mal la mesure de l'inflation. On peut le voir encore une fois que les taux ont atteint un maximum environ au début des années 1980, puis que depuis ce temps-là, les taux d'intérêt de la Banque centrale ont baissé. Comme j'avais dit, un des deux mandats de la Banque centrale du Canada, c'est l'inflation, l'autre c'est l'emploi. Donc si l'inflation baisse, et que l'emploi est sous contrôle, évidemment, la Banque centrale va se permettre de baisser les taux. Donc, ce n'est pas très surprenant. Puis encore une fois, on voit la même tendance au niveau des taux que de l'inflation, où ce que les taux d'intérêt ont baissé dans le temps jusqu'à environ passé 2020, donc passé la COVID-19. Puis finalement, ben, on pouvait s'y attendre. Les taux obligataires aussi suivent une tendance similaire. Si on regarde depuis les débuts des années 80, là, j'ai un graphique de 1986 à environ 2022, on voit que on était dans une tendance aussi désinflationniste. Donc, les taux des obligations baissaient jusqu'à environ 2021-2022, où ce qu'on a vu que les taux sont sortis du canal baissier là, qui durait depuis un certain temps. Pour ceux qui font de l'analyse technique un petit peu plus, vous êtes probablement au courant que plus longue est la période durant laquelle il y a un canal, ben, plus que quand il y a un bris du canal, c'est significatif. Donc, ça veut dire quand même qu'on est sorti présentement d'une tendance long terme qui durait depuis un certain temps. En fait, où est-ce qu'on est présentement? Ce qu'on peut voir, c'est que, comme on a pu voir sur les graphiques, les décisions des banques centrales du Canada avaient un impact assez direct sur les taux obligataires. Puis les taux obligataires, quand même, ça a un gros impact sur l'économie. Entre autres, les taux obligataires 5 ans vont être très influents. Ils vont influencer les prêts automobiles, ils vont influencer les prêts au niveau, par exemple, des hypothèques à taux fixe. Donc, évidemment, ça a un impact sur l'économie de façon assez importante. On peut aussi voir que depuis environ les 50 dernières années, la dette souveraine, la dette du gouvernement a pris de l'ampleur, là. Donc, si on regarde la courbe en 1980, le ratio entre la dette et le PIB, le produit intérieur brut, était d'environ 44 alors qu'aujourd'hui, là, en 2025, on essaye entre 110 et 112 là. C'est une augmentation de 144 en l'espace de 45 ans. C'est énorme. On peut aussi voir, par exemple, que le Canada n'est pas tout seul dans cette situation-là. Là, si on regarde, par exemple, les pays occidentaux, on regarde le Japon, est à 200, proche de 235 de dette, de ratio dette-PIB. On regarde les États-Unis en troisième position, eux sont à 122,5 le Canada, lui, se situe en cinquième position avec environ 112,5 au moment de la publication du graphique. Donc, on voit que le Canada est quand même en situation comme le sont d'autres pays, où ce que la dette prend quand même une importance significative. Pourquoi je vous parle de dette publique? C'est quoi le lien avec les taux hypothécaires? Ben, j'y arrive, en fait. C'est que la dette publique, à un moment donné, elle peut commencer à prendre un peu trop d'espace, un peu trop d'importance. Si le gouvernement doit payer ses programmes sociaux, puis en plus, la dette monte tellement que la portion intérêt prend de plus en plus de place, c'est là que ça devient compliqué pour le gouvernement de continuer dans cette direction-là.
Ce qui peut arriver, en fait, c'est que le gouvernement a trois options. La première, c'est d'augmenter ses revenus. Puis bon, les gouvernements, pour augmenter leurs revenus, doivent augmenter l'imposition, les taxes, toutes des mesures qu'on pourrait appeler contre-productives, là, tu sais, qui redistribuent, si on veut, de la richesse qui est déjà créée, mais c'est rien qui stimule la richesse, là. Donc, c'est pas une solution qui est très viable à long terme. Elle peut essayer de baisser les dépenses en faisant des programmes d'austérité. Des gouvernements habituellement démocratiques qui sont pas c'est pas très populaire comme mesure, là, donc c'est pas très démagogique. Puis les gouvernements ils veulent toujours être réélus, donc c'est pas nécessairement une voie qu'ils vont choisir. Puis sinon, la troisième, ben, c'est qu'ils vont tout simplement refinancer la dette avec de la nouvelle dette, puis imprimer, si on veut, des nouveaux dollars pour pallier au problème. Puis, quand cette situation-là arrive, puis que la troisième solution semble être celle que les gouvernements vont choisir, bien évidemment, le marché obligataire, lui, il dit, bon, ben, je pense que je vais nécessiter un petit peu plus de taux d'intérêt pour le risque que je prends de détenir de la dette à long terme, soit une obligation 5 ans, 10 ans ou plus. Donc, c'est pour ça qu'on voit que le taux d'intérêt commence à monter. Puis même dernièrement, on a pu voir que les banques centrales baissaient les taux, entre autres aux États-Unis, alors que le marché obligataire, lui, surtout pour les long duration ou les durées plus longues au niveau des obligations, lui, il montait dans le temps, là. Donc, ce genre de dichotomie-là peut, ou de différence-là peut commencer à se faire ressentir quand que la dette devient trop importante. En fait, on appelle ça la dominance fiscale. Donc, c'est-à-dire que on sort d'un mode de dominance monétaire où ce que la Banque centrale a beaucoup de contrôle et de pouvoir sur ce que se passe dans l'économie à une dominance fiscale où l'importance de la dette commence à devenir très importante. Malheureusement, je pense qu'on est rendu dans un territoire de dominance fiscale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à tout ça? Ben, on y arrive. Dans le fond, récemment, il y a quelques mois, ma conjointe et moi, on a converti de taux variable à taux fixe, 7 ans en fait. Et puis ça a été à l'encontre de la suggestion du planificateur financier de la banque qui nous fait le prêt hypothécaire, qui, eux, nous disaient, ben non, les taux d'intérêt vont baisser, l'économie ralentit. Et puis, je suis loin d'être en désaccord avec ça. Il risque d'avoir des baisses au niveau des taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. Je suis pas mal certain. Ce que j'ai des doutes, c'est le comportement des taux du marché obligataire, en fait, malgré que, oui, on peut voir des baisses de taux d'intérêt des banques centrales. Ce que je redoute surtout, c'est qu'on perde un peu le contrôle sur les taux d'intérêt du marché obligataire qui, eux, répondent pas juste au marché des banques centrales et puis qui puissent anticiper que si on baisse les taux, c'est que ça va créer de l'inflation future parce qu'on est rendu dans un nouveau contexte d'inflation. Et puis qu'à cause de ça, le marché obligataire, les taux ne baissent pas autant qu'on pourrait penser, puis même se mettent à monter assez rapidement une fois que le marché commence si on veut sentir qu'il risque d'avoir plus de stimuli fiscaux dans le futur, puis plus d'inflation. Donc, c'est l'impression que j'ai en regardant autant le graphique que en regardant le fait qu'on est en dominance fiscale depuis peu. Donc, ça a été une décision basée sur, dans le fond, vouloir viser être antifragile, être prudent. C'est-à-dire que, bon, présentement, on peut se permettre le taux fixe, 7 ans. On est à l'aise avec, donc aussi bien le prendre, là. Donc, c'est un move très défensif et non pas offensif, agressif. Je pense que le temps où c'était bon de rester variable, c'est chose du passé, mais ça, c'est très personnel, c'est ma lecture. Il n'y a jamais aucune certitude. Peut-être que j'ai complètement tort. Puis si j'ai tort, c'est correct, je vais très bien vivre avec ça dans le futur. Au moins, je vais avoir protégé, si on veut, notre situation. Donc, c'est surtout ça que je voulais avoir. Peut-être que le taux variable va baisser et le taux fixe aussi va baisser. Puis, dans tous les cas, je ne regretterai pas parce que je vais avoir sécurisé notre situation dans le sens que je nous ai protégés dans le cas où ce que
une montée du taux fixe finissait par arriver de façon plus rapide que ce que j'aurais pu anticiper. Si tu aimes comprendre la macro, tu aimes comprendre les tendances de fond, comment protéger son portfolio, par exemple, des choses comme ça, eh bien, abonne-toi. On est les accros de la macro. C'est une première vidéo. Il y en aura clairement d'autres dans le futur. Donc, en espérant te revoir, cheers!